Je n'aurais jamais cru qu'un Noël se terminerait ainsi. Dans la salle de réunion feutrée d'une banque, avec ma femme qui murmurait « Non, non, ce n'est pas possible », et ma belle-fille me dévisageant comme si elle réalisait enfin que je n'étais pas l'imbécile qu'elle avait toujours cru. Un silence de plomb était tombé sur la pièce. Pas le genre de silence confortable, non, le genre où l'on entend son propre cœur battre dans ses tempes. Et moi, tout ce que j'avais fait, c'était de rester assis, les mains croisées, et de laisser les documents parler d'eux-mêmes. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. Le véritable début, ce fut une invitation à dîner, le soir de Noël. Noël à Bordeaux est généralement prévisible. Le froid humide qui s'infiltre partout, le givre sur les pare-brises, et à la radio, les mêmes chansons sur des Noëls blancs qui n'arrivent jamais ici. J'avais passé la majeure partie de la journée seul dans notre pavillon de la banlieue ouest à regarder un match de rugby en sourdine en prétendant que ce calme ne me dérangeait pas. Vers 15 heures, mon téléphone a vibré. Un SMS de Mélissa, ma belle-fille. Dîner ce soir, 19h30, la table du sommelier, tenue correcte. Pas de joyeux Noël, pas de smiley, juste ça. La table du sommelier n'était pas le genre d'endroit où l'on va sur un coup de tête. Nappe blanche, voiturier. Le genre de restaurant où les garnitures sont en supplément et où le serveur vous appelle monsieur tout en balayant déjà la salle du regard à la recherche d'un client plus important. J'ai hésité avant de répondre. Mélissa et moi n'avions jamais été proches. À 38 ans, elle avait la langue acérée et se comportait comme si le monde lui devait des intérêts. Mais Noël, c'était Noël. La famille devait être là. C'est ce qu'on est censé faire. J'y serai, ai-je tapé en retour. J'ai pris une douche, je me suis rasé, j'ai enfilé mon blazer bleu marine, celui qui, selon Diane, me donnait l'air respectable. Je me souviens que ce mot m'est resté en tête tandis que je grattais le givre de mon pare-brise pour me rendre en centre-ville. Respectable. Pas aimé, pas désiré. Juste assez acceptable pour qu'on vous garde dans les parages. Le voiturier a pris mes clés sans même me regarder. À l'intérieur, l'air embaumait la viande grillée et les vins coûteux. C'était chaleureux, bruyant, vivant. J'ai balayé la salle du regard et je les ai repérés immédiatement. Diane était au centre de la table, riant un peu trop fort, une main enroulée autour d'un verre à pied. Son père, Rémi, était assis à côté d'elle, le visage rougeaud et jovial, sa fourchette reposant sur une assiette vide. Mélissa, elle, était avachie sur sa chaise, le téléphone à la main, souriant à quelque chose sur son écran. Chaque assiette sur la table était vide, chaque verre à moitié plein. Ils avaient déjà dîné. Je suis resté là un instant, mon manteau encore sur le dos, avec l'impression de débarquer au milieu d'un film déjà bien entamé. Mélissa m'a remarqué la première. « Oh !» a-t-elle lancé assez fort pour faire tourner quelques têtes. « Tu es venu ?» On dirait que j'ai raté le dîner, ai-je dit en tirant une chaise. Elle a haussé les épaules, un coin de sa bouche se retroussant. Oui, à ce propos, elle a pris un porte-addition en cuir noir et l'a fait glisser vers moi sur la nappe. Je me suis trompé dans l'heure du texto, mais tu peux toujours te joindre à nous. Diane a étouffé un rire dans son verre de vin. Rémi, lui, a éclaté de rire, un son grave et satisfait. Bien joué, a-t-il lancé. Mélissa a tapoté le porte-addition du doigt. Tu peux te joindre à nous, en payant. Je l'ai ouvert. Une somme à 4 chiffres me fixait. Des entrecôtes, des queues de homard, une bouteille de Saint-Émilion que j'ai reconnue sur la carte des vins à plus de 300 €. Mes oreilles se sont mises à chauffer. J'ai senti le rouge me monter au cou, au visage. Le serveur rôdait non loin, feignant de ne pas regarder, mais il regardait. Diane m'a regardé, les yeux brillants. « Ne sois pas si susceptible », a-t-elle dit. « C'est Noël. » Quelque chose s'est tassé dans ma poitrine à ce moment-là. Pas encore de la colère, quelque chose de plus froid. Depuis 14 ans, j'étais celui qui gérait les chiffres, les impôts, les renouvellements d'assurance, les lettres de rappel qui n'arrivaient jamais jusqu'à la table du salon. J'étais l'homme de l'ombre qui réglait les problèmes en silence pour que personne d'autre n'ait à y penser. Et me voilà, debout, au milieu de gens qui pensaient que mon unique rôle était de régler leurs additions. J'ai refermé le porte-addition lentement. Mélissa a penché la tête, l'air de me défier. Alors j'ai souri. « Vous avez raison, ai-je dit. Il est temps de régler les comptes. » Ils ont ri encore plus fort. Diane a secoué la tête comme si je venais de raconter une mauvaise blague. Rémi a levé son verre. J'ai payé la note, chaque centime. Puis je leur ai souhaité une bonne soirée et je suis sorti dans le froid.
L'air glacial m'a giflé le visage. Des flocons de neige flottaient sous la lumière des lampadaires. Je suis resté assis un long moment dans ma voiture avant de démarrer le moteur, les mains stables sur le volant. De retour à la maison, j'ai accroché mon manteau et je suis allé directement au placard du couloir, celui que personne n'ouvrait jamais, sauf moi. J'en ai descendu une boîte d'archives poussiéreuse, je l'ai posée sur la table de la cuisine et j'ai soulevé le couvercle. Des dossiers, des relevés de compte, de vieux emails que j'avais imprimés au cas où. Et c'était là, mon nom, sur un document que je n'avais jamais signé, mais auquel j'étais, d'une manière ou d'une autre, légalement rattaché. J'ai expiré lentement. Le dîner n'était pas la pire chose qu'il m'ait faite. Loin de là. Pendant un long moment, je suis resté assis là, à la table de la cuisine, à fixer mon propre nom comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Franck Delcourt, Bordeaux, 61 ans, jeune retraité, responsable, fiable, invisible. La maison était silencieuse, de ce silence creux d'après les fêtes, quand les décorations sont encore là, mais que l'énergie a disparu. Une guirlande de lumière blanche clignotait, se reflétant sur la fenêtre sombre au-dessus de l'évier. J'ai repris le document, le lisant lentement cette fois. Il était lié à la fameuse holding familiale de Rémi, une structure dont il aimait se vanter lors des repas de famille ou des apéros entre voisins. D'après les papiers, je ne me contentais plus d'aider. J'étais listé comme garant secondaire sur une importante ligne de crédit. Aucune conversation, aucune signature, juste mon nom, tapé proprement, comme si je m'étais porté volontaire. Je n'étais pas choqué, pas vraiment. C'est ce que les gens ne comprennent pas quand on profite de vous pendant des années. Quand la preuve finit par apparaître, elle n'explose pas. Elle s'infiltre en vous, doucement, comme de l'eau froide dans des chaussures. Depuis 14 ans, j'étais l'homme des coulisses. Diane gérait les apparences et les fêtes. Je gérais tout le reste. C'est moi qui veillais tard chaque printemps, étalant les déclarations de revenus et les formulaires fiscaux sur cette même table, pour m'assurer que Rémi n'attire pas l'œil du fisc. C'est moi qui avais appelé le syndic de copropriété quand Mélissa avait oublié de payer ses charges pendant 6 mois. Je renouvelais les polices d'assurance, négociais les échéanciers, couvrais les découverts avant que quiconque ne s'en aperçoive. Personne ne m'a jamais demandé d'arrêter et personne n'a jamais dit merci. J'ai repensé à mon premier mariage. Mon ex-femme disait en plaisantant que j'étais marié à mes responsabilités. Elle n'avait pas tort. Je travaillais, je réparais, je me taisais. Quand ce mariage a pris fin, je m'étais juré de faire les choses différemment la fois suivante. Je ne l'ai pas fait. J'ai feuilleté un autre dossier et trouvé une série d'emails datant d'il y a 3 ans. Je n'avais pas fouiné, ils étaient là, imprimés et agrafés. De Mélissa à Diane. Il stresse encore à cause de la banque. Détends-toi, c'est juste le comptable de service, il va gérer. Le comptable de service. J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. On m'avait déjà traité de bien pire, mais voir ça, noir sur blanc, sachant qu'elle l'avait dit en pensant que je ne l'entendrais jamais, ça m'a touché. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec cet email résonnant encore dans ma tête. Le comptable de service, le portefeuille sur pattes, le type qu'on garde parce qu'il est utile. Diane était déjà levée, s'affairant dans la cuisine comme si rien ne s'était passé la veille. Elle s'est servi un café, m'a jeté un regard et a dit « Tu es parti tôt hier ?» « J'étais fatigué, ai-je répondu. Elle a haussé les épaules. « Mélissa ne pensait pas à mal, tu sais comment elle est. » Oui, je savais comment elle était. J'ai hoché la tête, plié mon journal, et je n'ai pas mentionné la boîte d'archives qui attendait dans le placard. Diane n'a pas demandé pourquoi j'étais plus silencieux que d'habitude. Elle y était habituée, elle aussi. Plus tard dans l'après-midi, j'étais assis dans ma voiture sur le parking du supermarché, moteur éteint, chauffage en marche. Je n'étais pas pressé d'aller où que ce soit. Je regardais les gens charger leurs sacs dans leurs coffres, des couples se disputant gentiment pour un article oublié, des enfants tirant sur des manches, la vie normale. Dans la poche de ma veste, mon téléphone a vibré. Un message groupé de Mélissa. « La banque n'arrête pas d'envoyer des mails à papa. Quelqu'un sait pourquoi ils sont si pénibles ?» Rémi a répondu avec un emoji qui pleure de rire. Diane a ajouté « C'est sûrement Franck qui est encore trop prudent. » J'ai fixé l'écran un long moment avant de le verrouiller et de le glisser dans ma poche. Prudent. Ce soir-là, j'ai ressorti la boîte d'archives, sans me presser. J'ai préparé une cafetière, je me suis assis et j'ai commencé à tout mettre en ordre. Date, chiffres, nom. Ce n'était pas la colère qui me guidait, c'était la lucidité. Je voulais m'assurer de ne pas couler avec eux.
Car si cette holding s'effondrait, si cette ligne de crédit était révoquée, ce ne serait pas Rémi ou Mélissa qui en subiraient les premières conséquences, ce serait moi. Au fond de la pile, j'ai trouvé un autre document, une vieille autorisation scannée et réutilisée. Mon nom tapé dans une case qui me semblait étrangement familière. J'ai senti ma mâchoire se contracter. Ce n'était plus de l'aide, c'était de l'exploitation. Je me suis levé, écoutant le bourdonnement silencieux du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge murale. 14 ans de complaisance m'avaient mené ici. J'ai remis les dossiers dans la boîte et je les glissais sur l'étagère, mais pas tout au fond. Cette fois, je voulais qu'elle soit facile d'accès. Alors que j'éteignais la lumière de la cuisine, une pensée s'est installée dans mon esprit, solide et sans équivoque. Ils me trouvaient utile parce que je restais silencieux. Ils allaient bientôt découvrir ce qui se passait quand j'arrêtais de l'être. La lettre est arrivée un lundi matin, coincée entre un prospectus de supermarché et une publicité pour une mutuelle. Enveloppe blanche, adresse de l'expéditeur officiel. Mon estomac s'est noué avant même que je l'ouvre. Assis à la table de la cuisine, la même où j'avais équilibré les comptes des autres pendant des années, j'ai glissé mon doigt sous le rabat. Le papier à l'intérieur était net, officiel, impersonnel. Direction générale des finances publiques, demande de renseignements, contrôle fiscal potentiel. Les mots n'avaient pas besoin de crier. Ils ne menaçaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. J'ai lu le paragraphe 2 fois, puis 3. Il faisait référence à la holding, à la ligne de crédit, à mon nom. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. C'était ça, le revers de la médaille quand on passe sa vie à être le responsable. Quand tout va bien, on est invisible. Quand tout va mal, votre nom est déjà sur la sellette. Ma poitrine était oppressée. Ce n'était pas une douleur, plutôt une pression. Je me suis levé, me suis versé un verre d'eau et j'ai regardé par la fenêtre jusqu'à ce que ma respiration se calme. Les fêtes étaient officiellement terminées. Cet après-midi-là, je suis allé chez mon médecin. Je me disais que c'était pour un contrôle de routine. « Votre tension est un peu élevée », m'a-t-elle dit en retirant le brassard de mon bras. « Le stress. » J'ai failli rire. « Des soucis de famille », ai-je murmuré. Elle a hoché la tête comme si elle avait entendu ça 1000 fois. « Levez le pied. Ne portez pas tout sur vos épaules. » Si seulement c'était aussi simple. Le soir, j'ai essayé d'appeler un ancien collègue, Thomas Reynaud, un expert comptable. Il avait déménagé à Lyon, mais nous étions restés en bons termes. « Franck, dit-il, l'air distrait, j'aimerais t'aider, mais je ne touche plus aux embrouilles familiales. J'ai appris ma leçon. » Je comprenais. Mais après avoir raccroché, le silence dans la maison m'a paru plus lourd qu'avant. Diane est rentrée tard, son manteau humide, les joues rougies par le froid, et peut-être par le vin. Elle a posé son sac. « Tu es bien silencieux ?» « J'ai reçu une lettre, ai-je répondu. « Si c'est encore à propos du dîner, je t'ai déjà dit, c'est le fisc. » Ça l'a arrêté net. Elle m'a regardé plus attentivement. « Comment ça, le fisc ?» Je lui ai fait glisser la lettre sur la table. Elle l'a parcourue, les sourcils froncés. Puis elle a eu un petit rire méprisant en la repoussant. « Ça ne veut rien dire. Rémi gère ce genre de choses tout le temps. »« Mon nom est dessus. »« Tu réagis de manière excessive, a-t-elle balayé d'un geste de la main. Tu fais toujours ça. Tu te montes la tête pour un bout de papier comme un vieil homme. » Un vieil homme. Les mots ont fait plus mal que prévu. « J'ai 61 ans, ai-je dit doucement. Je ne suis pas sénile. »« Je n'ai pas l'énergie pour ça ce soir, a-t-elle répliqué, irritée. C'était un dîner, Franck, une blague. N'en fais pas tout un drame. » Elle est montée et a fermé la porte de la chambre. Je suis resté à table, longtemps après que la maison se soit plongée dans le noir. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'espérer que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Le lendemain matin, j'ai pris 2 rendez-vous, un avec une avocate spécialisée en droit des affaires en centre-ville, l'autre avec un conseiller de conformité à ma banque. Les 2 rencontres furent calmes, professionnelles et brutales. L'avocate, maître Leclerc, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, a lu les documents lentement. « Vous n'avez pas signé ça ? » ?»« Non. Mais votre nom a été autorisé sur d'autres documents, suffisamment pour engager votre responsabilité si les choses tournent mal. » À quel point ? Elle n'a pas mâché ses mots. « Si la holding fait défaut ou que la ligne de crédit est révoquée, vous pourriez être tenu pour responsable. Vos biens, votre épargne, votre retraite. » Ma bouche est devenue sèche. Que dois-je faire ? Vous vous désengagez immédiatement et vous documentez tout. Le banquier fut encore plus direct. « Vous auriez dû être retiré de ce dossier il y a des mois, a-t-il dit. Le fait que vous y soyez toujours me dit que quelqu'un avait intérêt à vous y maintenir. J'ai pensé au texto de Mélissa. Il va gérer. Cette nuit-là,
Je me suis assis seul dans le salon, les lumières éteintes, à regarder la neige se remettre à tomber. J'ai pensé à l'homme que j'avais essayé d'être, stable, patient, conciliant. J'ai pensé à l'homme que j'étais devenu en le restant trop longtemps. Ce n'est pas la rage qui m'a fait avancer, c'était la peur. Une peur claire et précise. J'ai signé la première notification de retrait le lendemain matin. Ma main a tremblé, juste un peu, au moment de poser le stylo sur le papier. Une fois que ce fut fait, quelque chose s'est détendu en moi. Pas du soulagement, de la résolution. Je ne déclenchais pas une guerre, je me mettais hors de la ligne de tir. Une fois la première notification envoyée, le silence fut immédiat et assourdissant. Les emails de la banque ont cessé d'arriver automatiquement dans ma boîte de réception. Les alertes ont été redirigées. Je me suis installé à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable, un bloc-notes et la fameuse boîte d'archives. Ce n'était pas spectaculaire, c'était méthodique. Date, nom, autorisation. Chaque endroit où mon nom apparaissait alors qu'il n'aurait pas dû. Pour la première fois depuis des années, je ne nettoyais pas les dégâts d'un autre, je traçais une frontière. Mercredi, vers midi, mon téléphone a vibré. Mélissa. Papa dit que la banque pose des questions bizarres. Tu leur as parlé? J'ai regardé le message, puis j'ai reposé le téléphone, écran contre table. 1 heure plus tard, Diane a appelé. Franck, sa voix était plus douce que ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? Rémi est stressé. Il dit que la banque réclame des papiers qu'on leur a déjà donnés. J'imagine, ai-je dit. Tu as l'air distant. Je le suis. Pourquoi tu fais ça maintenant? A-t-elle soufflé, exaspérée. J'ai pensé au restaurant, aux assiettes vides, à l'addition glissant sur la table. Parce que maintenant, ça a de l'importance, ai-je dit. La réponse ne lui a pas plu. Je l'ai entendue dans son silence. Ce soir-là, j'ai envoyé des notifications formelles, par lettre recommandée avec accusé de réception. Un langage clair, sans accusation, juste des faits. Je démissionnais de mon statut de signataire autorisé. Je demandais la documentation et j'informais la banque que je ne garantirais plus aucune obligation liée à la holding. Tard un soir, Diane est descendue alors que je travaillais encore. Elle s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés. « Tu es différent, je sais. Tu essaies de nous punir ?» Je l'ai regardée, vraiment regardée. La femme que j'avais épousée. La femme qui avait ri quand sa fille m'avait humilié. « J'essaie de ne pas me noyer, ai-je répondu. » Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a hoché la tête une fois et est remontée. Le lendemain matin, un email de la banque est arrivé. Réunion demandée. Objet, clarification des obligations de la holding et statut des garants. Je l'ai lu 2 fois. Il voulait que tout le monde soit présent. Je l'ai transféré à Diane, Rémi et Mélissa, sans commentaire. Mélissa a répondu presque immédiatement. « C'est vraiment nécessaire ?» Rémi a enchaîné. « On peut régler ça sans en faire toute une histoire. » Diane n'a pas écrit. Elle a appelé. « Franck, c'est extrême. »« C'est une réunion, ai-je répondu. Rien de plus. »« Tu seras là ?»« Oui. »« D'accord. » J'ai raccroché. Il pensait que ce n'était qu'un inconvénient, un obstacle qu'il pourrait franchir en riant comme il le faisait toujours. Il ne savait pas que le sol s'était déjà dérobé sous leurs pieds. En acceptant l'invitation du calendrier, mes mains étaient stables. Il pensait que c'était juste une autre réunion. Je savais que c'était l'heure des comptes. La salle de réunion sentait vaguement le détergent au citron et le café brûlé. Un petit sapin de Noël artificiel se tenait dans un coin, une guirlande de lumière blanche clignotant encore, comme si elle n'avait pas compris que les fêtes étaient finies. Lundi matin, ciel gris, Bordeaux dans sa version la plus honnête. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance et j'ai pris la place la plus proche de la porte. Une vieille habitude. J'aime savoir où est la sortie. Diane est entrée ensuite, ses talons claquant trop vite pour quelqu'un qui se prétendait calme. Elle m'a offert un sourire crispé et s'est assise en face de moi sans un mot. Rémi et Mélissa sont arrivés ensemble quelques minutes plus tard, bruyants et sûrs d'eux, comme s'il ne s'agissait que d'un autre ennui qu'ils allaient régler d'un trait d'esprit. Rémi m'a frappé l'épaule en passant. « Salut Franck, pas la peine d'en faire une affaire d'État. » Mélissa a ricané. « Ouais, les banques adorent la paperasse. » « Tu devrais le savoir, toi. » J'ai hoché la tête une fois et n'ai rien dit. Le banquier est arrivé le premier, Marc Chevalier, le responsable de la conformité. Juste derrière lui se tenait une femme en tailleur anthracite, portant une fine mallette. « Bonjour, dit-elle. Je suis maître Leclerc, l'avocate de Monsieur Delcourt. » L'effet fut immédiat. Le sourire de Mélissa a vacillé. Rémi a cligné des yeux. Diane s'est tournée vers moi comme si elle me voyait pour la première fois.
Maître Leclerc s'est assise à côté de moi et a ouvert son dossier sans cérémonie. Marc s'est éclairci la gorge. Merci à tous d'être venus. Nous avons demandé cette réunion pour clarifier les obligations liées à la holding familiale et aux lignes de crédit associées. On a déjà vu tout ça, a grogné Rémi. Oui, a dit Marc calmement, mais les circonstances ont changé. Il a fait glisser un document sur la table. Pas vers Rémi, vers moi. Monsieur Delcourt a soumis des notifications de retrait officielles il y a 30 jours. Avec effet immédiat, il n'est plus signataire autorisé, garant ou fiduciaire de cette structure. La pièce est devenue complètement silencieuse. La main de Diane s'est crispée sur son sac. Mélissa s'est redressée. Ce n'est pas possible. Si, ça l'est, intervint Maître Leclerc, la voix égale. Toutes les notifications ont été déposées dans les règles et ont reçu un accusé de réception. Franck n'aurait pas fait ça sans nous parler, a protesté Rémi. J'ai croisé son regard. J'ai essayé. Marc a tapoté le papier. Ce retrait a déclenché un examen de notre part, et cet examen a révélé plusieurs irrégularités. Des irrégularités ? A répété Mélissa, les bras croisés. Des lacunes dans la documentation, des prolongations non autorisées, et le recours à des garants secondaires qui n'ont jamais signé les accords originaux. Il a regardé Rémi. Vous, en l'occurrence. Le visage de Rémi s'est empourpré. C'est ridicule. Maître Leclerc a fait glisser un dossier plus épais sur la table. Voici les archives. Date, email, dépôt. Marc a continué. Monsieur Delcourt s'étant retiré avant que sa responsabilité ne soit engagée, il n'est plus exposé. Cependant, il a marqué une pause. La holding devra être immédiatement restructurée, sinon la ligne de crédit pourrait être gelée. Le souffle de Diane s'est coupé. La bouche de Mélissa s'est ouverte, refermée, puis rouverte. Tu veux dire qu'il s'est juste retiré, comme ça ? Je me suis mis de côté, ai-je corrigé en croisant les mains sur la table. Rémi s'est tourné vers moi, l'incrédulité faisant trembler sa voix. Après tout ce qu'on a fait pour toi ? J'ai failli rire. Maître Leclerc a répondu à ma place. Après tout ce qu'il a fait pour vous. Le silence s'est étendu, lourd et épais. Je l'ai laissé s'installer. J'avais appris une chose importante au fil des ans. Le silence fait avouer les gens. Diane a chuchoté, à peine audible. Non, non, ce n'est pas possible. Mélissa s'est levée d'un bond. C'est un coup monté, tu as tout prévu. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Son arrogance, sa certitude que le sol ne se déroberait jamais sous ses pieds. J'ai prévu de ne pas être responsable de choses que je n'ai jamais acceptées, ai-je dit. Rémi s'est affaissé sur sa chaise, soudainement plus petit, plus vieux. Marc a fermé son dossier. Nous vous contacterons pour les prochaines étapes. Maître Leclerc a rassemblé ses papiers et s'est levé. Notre travail ici est terminé. Alors que nous sortions, Diane m'a suivi dans le couloir. « Franck, a-t-elle dit, la voix tremblante, qu'est-ce que tu as fait ?» Je me suis arrêté et lui ai fait face. J'ai arrêté de payer pour le manque de respect. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a tendu la main vers mon bras, puis l'a laissé retomber. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit seul jusqu'à la maison. Les rues étaient mouillées par la neige fondue. Le ciel était bas et sans couleur. Je n'ai pas allumé la radio. Pour la première fois depuis longtemps, mes pensées me semblaient en ordre. Lourdes, mais en ordre. En arrivant, la maison semblait exactement la même que le matin. Mais je savais que quelque chose de fondamental avait changé. Je ne portais plus leur fardeau. Diane n'est pas rentrée ce soir-là. Elle a envoyé un texto. « Je reste chez Mélissa, on a besoin de temps. » J'ai fixé le message, puis j'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Aucune réponse. Pas par colère, mais parce que pour une fois, je ne ressentais pas le besoin de me justifier. Les semaines suivantes furent étranges. Il y eut des conséquences, bien sûr. Rémi a dû vendre une partie des actifs de la holding. Le train de vie de Mélissa s'est resserré du jour au lendemain. La conversation de groupe est devenue complètement silencieuse. Et moi, je dormais mieux. J'ai arrêté de me réveiller à 3 heures du matin avec des chiffres qui tournaient en boucle dans ma tête. La lettre du fisc a été réglée rapidement, une fois mon nom officiellement retiré du dossier. Propre, professionnel, terminé. J'ai recommencé à marcher, lentement, dans le quartier, les mains dans les poches, saluant des gens à côté de qui j'avais vécu pendant des années sans jamais vraiment les remarquer. Un après-midi, sur un banc du parc, j'ai regardé un grand-père apprendre à son petit-fils à faire des passes de rugby. Pas de cris, pas de précipitation, juste de la patience. Ce mot m'a marqué. Un mois plus tard,
Diane a demandé si nous pouvions parler. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot de quartier. Terrain neutre, banquette en vinyle, un café qui semblait avoir été préparé dans les années 90. Elle paraissait plus petite, moins assurée. « Je n'avais pas réalisé tout ce que tu portais », a-t-elle dit après un long silence. J'ai remué mon café. J'ai essayé de te le dire. Je n'ai pas écouté, a-t-elle admis. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, de la peur, de l'orgueil, de la facilité avec laquelle on confond le silence avec la faiblesse. Elle s'est excusée, sans drame, imparfaitement, mais sincèrement. Je lui ai dit la vérité. Je ne reviendrai pas à ce que c'était avant. Si nous avançons, ce doit être différent. Des limites, du respect, sinon rien. Elle a dégluti. Je comprends. Nous n'avons pas tout décidé ce jour-là. Ce n'était pas nécessaire. Pour la première fois, la décision ne semblait pas unilatérale. En rentrant, je suis allé au placard et j'ai sorti la vieille boîte d'archives. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai portée au garage et l'ai posée sur une étagère en hauteur. Hors de portée, mais pas jetée. Certains souvenirs se gardent, non pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'ils nous rappellent qui nous étions. Ce dîner de Noël m'est revenu en tête une dernière fois. Les assiettes vides, les rires, l'addition glissant sur la table. Ils pensaient que l'argent était ma seule contribution à la famille. Ils avaient simplement oublié que c'était moi qui maintenais les lumières allumées.